Dans le premier épisode de notre série Nous sommes, qui retrace l'histoire de la vie sur Terre, nous avons entrepris un long voyage dans le temps. Ensemble, nous avons constaté qu'il y a environ 4,6 milliards d'années, la Terre n'aurait été qu'une immense boule de feu. C'est alors que Theia, une protoplanète, aurait croisé son chemin, une trajectoire qui aurait probablement déterminé celle du vivant. De ce cataclysme aurait émergé la Lune, et au fil du temps et de nombreuses circonstances, les premiers océans et continents se seraient ainsi formés. Nous avons également observé l'apparition des toutes premières cellules biologiques, la première trace de vie connue à ce jour datant d'il y a plus de 3 milliards d'années. La conclusion de cette mise en contexte s'est tournée vers le cas d'une forme de cellule à l'origine des lignées de vie que l'on connaît aujourd'hui, l'euca, la racine des 3 domaines du vivant que sont les bactéries, les archées et les eucaryotes. Une triade qui, malgré des différences biologiques notables, possède des points communs. Parmi ces héritages, l'ARN et l'ADN. À travers ce deuxième épisode, nous nous consacrerons à comprendre les rouages de ces mystérieux codes ancrés en nous. Alors, sur ce, bon voyage à toutes et à tous. Le prix Nobel, c'est l'une des récompenses les plus prestigieuses au monde, l'équivalent de l'Oscar pour le cinéma. Il en existe 6, comprenant le prix Nobel de littérature, de la paix, celui pour la médecine, le prix Nobel d'économie et enfin les prix Nobel de physique et de chimie. Le 25 avril de l'année 1953, 3 chercheurs vont rafler les 2 derniers haut la main et à plus ou moins juste titre, ils ont publié l'une des découvertes du siècle. Francis Crick, James Watson et Maurice Wilkins vont partager un article révolutionnaire dans la revue Nature à propos d'une structure à double hélice, celle de l'ADN. Néanmoins, comme vous devez en avoir conscience, une histoire est toujours plus complexe et nuancée qu'elle n'y paraît. C'est pourquoi laissez-moi introduire d'autres protagonistes. Au XIXe siècle, un dénommé Johann Friedrich Miescher découvre dans le noyau des cellules une substance appelée à l'époque la nucléine, que l'on nommera plus tard acide désoxyribonucléique. C'est également lui qui a démontré sa présence dans les spermatozoïdes et émis l'hypothèse qu'elle jouait un rôle dans la transmission de l'hérédité. Ensuite viendra Thomas Avery, Colin MacLeod et Maclean McCarthy, qui seront les premiers à identifier le rôle de l'ADN comme support de l'hérédité chez les bactéries. Nous sommes alors en 1944. 6 ans plus tard, c'est un certain Edwin Chargaff qui découvrira les règles de l'appareillement des bases dans l'ADN, un sujet que nous évoquerons plus tard. Malheureusement pour lui et pour eux, ce sont nos 3 premiers compères qui se démarqueront en assemblant toutes les pièces du puzzle les années suivantes, et ce, en démontrant le célèbre modèle de la double hélice. Mais l'une des données déterminantes de leur publication s'avère être, entre autres, l'œuvre d'une physico-chimiste que l'on reconnaîtra bien trop tard comme pionnière de la biologie moléculaire, j'ai nommé Rosalind Elsie Franklin. Malgré le fait qu'elle n'ait pas été reconnue de son vivant pour son rôle dans cette découverte, c'est elle qui a néanmoins formulé en premier l'aspect hélicoïdal de l'ADN. Pour le cas de l'ARN, la molécule sera identifiée officiellement en 1961, soit 8 ans après celui de l'ADN, grâce à de nombreux travaux comme ceux de François Jacob, Jacques Monod et André Lauf, qui recevront en récompense le prix Nobel de médecine en 1965.
C'est d'ailleurs à partir de cette découverte que débuteront dans les années 80 les premières recherches sur les vaccins à ARN messager qui seront utilisés bien plus tard face à la pandémie de Covid-19. Mais ceci est une autre histoire. Hélicoïdal, désoxyribonucléique, ce sont des mots particuliers qui décrivent un phénomène particulièrement complexe. Alors, de quoi on parle réellement ? Commençons par l'ADN, le support de l'information génétique, celle-là même qui détermine qui nous sommes. Cette macromolécule est présente dans toutes les cellules des êtres vivants sur Terre. Vous connaissez sans doute sa forme par cœur, l'ADN c'est un enroulement de bandes très longues en forme de spirale. Chacune de ces bandes est appelée en réalité un brin et ces dernières, ensemble, forment l'aspect d'une double hélice. Vous vous en doutez bien, si l'on parle d'acide désoxyribonucléique, ce n'est pas pour se compliquer la vie. En vérité, c'est en raison de sa composition chimique. Comme son nom l'indique, il appartient à la famille des acides nucléiques, des substances constituées d'un enchaînement de nucléotides. Vous remarquerez tout de suite que ces deux mots complexes ont la même racine, nucléo, du latin nucleus, qui veut dire noyau. Et c'est normal, ces acides sont présents dans le noyau des cellules, là où se trouve l'essentiel de l'ADN chez les eucaryotes. Parlons de cet enchaînement de nucléotides. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, comme vous pouvez le remarquer, nos deux brins d'ADN sont reliés par des sortes de tiges verticales qui représentent schématiquement une succession d'unions spécifiques entre nucléotides. Chaque brin en possède 4, chacune d'entre elles constituée d'une base azotée bien distinctive. Néanmoins, attention aux oreilles. Il y a tout d'abord la désoxyadénosine, avec pour base l'adénine notée A. Ensuite vient la désoxythymidine avec la thymine T, puis la désoxyguanosine avec la guanine G, et enfin la désoxycytidine avec la cytosine C comme base. En plus des bases azotées ATGC, les nucléotides sont composés d'un groupe phosphate et d'un sucre, le désoxyribose. Le tout s'assemble par des liaisons dites phosphodiesters. Ces nucléotides connectent et maintiennent les deux brins d'ADN en formant des paires de bases comme des barreaux d'escabeau, chacune d'entre elles reliée par une ou plusieurs liaisons d'hydrogène. Mais attention, ces paires ne s'assemblent pas de manière aléatoire, ils sont complémentaires. L'adénine s'associe par exemple systématiquement à la thymine et la cytosine à la guanine. Maintenant, si nous prenons du recul, nous constatons que cette succession de messages codés semble quasiment infinie. Et vous aurez raison de penser ainsi, car nous ne possédons pas moins de 3 milliards de nucléotides. Cet ensemble de filaments d'ADN se découpe chez l'homme en portions de 20 à 25 000 gènes, répartis chez nous sur 23 paires de chromosomes. Ces derniers, en tant que vaisseaux mères du génome, sont situés dans le noyau d'une cellule et assurent le stockage et la stabilité du code génétique. À ce stade, ce terme de gène devrait vous être familier d'ailleurs. Ils sont pour notre organisme un peu comparables à des généraux commandant des régiments de soldats. Ils indiquent quel rôle doit jouer quelle cellule pour maintenir la santé et le bon fonctionnement du corps. Voici comment. La première étape est appelée transcription. Et c'est un peu comme lorsque vous prenez des notes en classe pour l'imprimer dans votre cerveau. Pour faire simple, un gène va réécrire, faire une copie de la séquence d'ADN qui le compose à l'aide d'un agent transcripteur, l'ARN polymérase. Leur mission est simple, enfin presque, fournir les informations nécessaires, entre autres, à la fabrication de grosses molécules indispensables, les protéines. La forme de cette copie d'ADN est appelée l'ARN messager, et elle va faire un grand voyage direction les ribosomes dans le cytoplasme. Un petit détail important durant ce voyage,
la thymine va être remplacée par une autre base azotée, l'uracile, qui a pour avantage d'être moins coûteuse en énergie. A noter également, cette étape se déroulera différemment selon qu'il s'agisse d'une cellule eucaryote ou d'une bactérie. Chez les eucaryotes par exemple, une phase intermédiaire, dite de maturation, est nécessaire avant que l'ARN messager puisse quitter le noyau, structure qui n'est pas présente chez les bactéries. Qui plus est, l'information va être recopiée dans l'ARN messager qui va s'extirper du noyau pour atterrir dans le cytoplasme, là où se trouve notre fameux ribosome. À l'intérieur de ce drôle de messager, les nucléotides vont être organisés en blocs de 3, ce qu'on appelle les codons, et c'est le début de la seconde étape, la traduction. Qu'est-ce qu'un ribosome ? En termes simples, il s'agit d'un traducteur très puissant, commun à toutes les cellules, chargé de décoder la copie du code génétique apporté par l'ARN messager. Autrement dit, cette structure cellulaire est responsable de la conversion du message génétique en protéines. Pour ce faire, il va faire appel à l'un de ses agents, l'ARN de transfert. Cette molécule va lire les séquences de codons transmises, puis les traduire en séquences d'acides aminés. Maintenant, un petit exercice mathématique. Comme nous l'avons vu précédemment, il existe 4 types de bases azotées dans un gène, et chaque codon en contient 3. Le nombre total de combinaisons possibles de 3 nucléotides est vraisemblablement de 4 x 4 x 4, ce qui nous donne 64 combinaisons possibles. Néanmoins, minute papillon, comptez-en 3 de moins, car ces derniers correspondent aux codons d'arrêt qui ont pour fonction, comme leur nom l'indique, de signaler la fin de la traduction de l'ARN messager en protéines. Une combinaison de 2 à 4 acides va former un peptide. Entre 10 et 100, un polyptide. Et au-dessus de 100 environ, on parlera enfin de protéines. Désormais, nous allons poursuivre notre voyage en répondant à une énième question des plus pertinentes. Quelles sont, au juste, les fonctions des protéines ? Chacun de nos tissus et de nos organes, de notre peau à nos os, est constitué de protéines. Celles-ci sont les régulatrices des moindres réactions chimiques de notre anatomie. Les hémoglobines, par exemple, sont des protéines qui ont pour rôle de transporter l'oxygène jusqu'au cœur. C'est à elles que l'on doit la couleur rougeâtre du sang. S'il en existe de toutes sortes et en nombre différents chez tous les êtres vivants, les dernières recherches à leur sujet ont permis de remarquer qu'un groupe de protéines, entre 60 et 80, était présent dans chaque organisme. La majorité d'entre elles seraient elles-mêmes impliquées dans la traduction des ARN messagers et dans diverses fonctions essentielles à la vie. Ces protéines universelles auraient donc logiquement pu être déjà présentes chez notre dernier ancêtre commun universel, Lucas. Dans la communauté scientifique, en tout cas, l'enquête reste menée. La génétique, c'est l'étude de la transmission des caractères d'un être vivant à ses descendants par l'intermédiaire des gènes. Ce phénomène est appelé hérédité, c'est pourquoi nous parlons de caractère héréditaire. D'un point de vue étymologique, ce mot vient du latin hereditas pour héritage et héritier, une personne qui est appelée à succéder. Pour bien se rendre compte de l'importance des gènes dans le bon fonctionnement des organismes, prenons l'exemple de FOXP2, découvert en 2001 et qui est souvent désigné comme le gène du langage. Les expériences à son sujet ont fait remarquer qu'il était essentiel pour le développement du cerveau, notamment pour la communication chez les animaux. Un trouble lié à celui-ci affectera directement les fonctions motrices de la parole. Mais alors, quand on y réfléchit, comment est-ce possible ? Comment peut-on transmettre la forme de notre nez, de notre visage ou de nos oreilles, ainsi que leur couleur, à notre progéniture ? Pour cela, redéployons tout d'abord le contexte biologique dans le cas d'un être humain. Comme nous l'avons vu précédemment, en nous, il y a des milliards de cellules d'environ 200 types différents, et dans chacune d'elles se trouve un noyau. Ce dernier contient toutes nos informations génétiques sous forme de chromosomes. Nous en possédons 46, soit 23 paires. Le tout représente le karyotype.
Pour chacune de ces paires, l'un provient de la mère et l'autre du père, et ce jusqu'à la 22e paire de chromosomes. La 23e, c'est celle qui détermine le sexe d'un individu, et en général, XX détermine le sexe féminin et XY le sexe masculin. Le chromosome, c'est un filament d'ADN contracté qui contient le génome, un ensemble de codes uniques à chaque individu formé des lettres A, T, C et G, et un morceau de ce message est appelé gène. Nous en possédons entre 20 000 et 25 000. Voyons maintenant comment un caractère est transmis d'un individu à un autre. La première étape est, je pense, somme toute logique, il nous faut une naissance et donc procréer. C'est par la fécondation entre le spermatozoïde du père, la gamète mâle, et l'ovule de la mère, la gamète femelle, que débute la transmission des caractères héréditaires innés. Ces deux cellules reproductrices contiennent des informations génétiques essentielles. Cela dit, attention, inné ne doit pas être confondu avec acquis. Un caractère inné, c'est ce que l'enfant tient de ses seuls ancêtres dès la naissance. Un caractère acquis sera quant à lui déterminé par l'influence de l'environnement sur une base héréditaire. Maintenant reprenons, chez les prokaryotes, comme les bactéries, la reproduction se fait principalement de manière asexuée par division binaire. Juste avant, l'ADN de la cellule mère se réplique, puis cette dernière se divise en deux cellules filles identiques, chacune recevant une copie de l'ADN répliqué. Chez la plupart des eucaryotes, y compris donc chez les humains, le processus de fécondation se passe différemment. Les deux gamètes, mâles et femelles, vont diviser leur nombre de chromosomes par 2, passant de 46 à 23 paires. Cette phase est appelée la méiose. Ensuite, ils formeront une cellule unique, le zygote ou cellule œuf, le tout premier stade de la vie. Par addition, cet œuf se retrouvera avec 46 chromosomes, autant de la mère que du père. Le zygote va ensuite se diviser par mitose pour former, tout au long du développement de l'organisme, les dizaines de milliards de cellules qui composent notre corps. C'est de cette façon, entre autres, que se transmettront les caractéristiques des parents à leur progéniture. On aurait pu parler de plein d'autres choses. Ce voyage dans l'infiniment petit qu'on vient de survoler ensemble, on le doit entre autres à nos avancées en génétique et à sa branche, la génomique, qui se penche sur l'étude des génomes. C'est notamment en examinant les structures du ribosome, les protéines universelles et le phénomène d'hérédité qu'on a pu retracer l'histoire évolutive du vivant et remonter à l'hypothèse Lucas. Ce voyage dans l'infiniment petit, on le doit à nos chercheurs. L'évolution du vivant, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est déterminée par le génome. Sans lui, il nous serait impossible de transmettre nos caractéristiques héréditaires à notre descendance. Sans génome, pas de protéines. Sans protéines, de nombreux processus vitaux cesseraient de fonctionner. Sans lui, nous ne pourrions pas nous adapter aux changements environnementaux. Sans génome, la vie serait impossible. Dans le prochain épisode débutera enfin le grand voyage de la vie, des premières bactéries à l'émergence des mammifères jusqu'à l'apparition des primates. À travers cette fresque temporelle, vous saisirez alors l'importance de l'ARN et de l'ADN dans la survie des espèces. Alors merci pour votre attention et surtout, à bientôt.